Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous Action en prévention sur le thème des RPS aujourd'hui. Donc les fondamentaux. On a plein de choses à vous dire sur le sujet. Donc un petit mot rapidement sur ce rendez-vous mensuel qu'on anime depuis un peu plus d'un an maintenant, à chaque fois en binôme avec l'un de nos experts qui intervient chez vous sur des actions, ateliers, formations, etc. Donc ce rendez-vous a vraiment pour but de vous aider à réfléchir sur des stratégies à mettre en place en termes de prévention santé pour vos organisations, vos entreprises, sur des sujets de prévention santé, puisque c'est le cœur de métier de Montmartin. Donc, habituellement, vous rencontrez nos experts une fois que voilà, on a mis en place les actions quand ils se déplacent chez vous ou en préparation de webinaires. Là, c'est vraiment l'occasion de les rencontrer en amont et de poser aussi vos questions. Nous, on a prévu un temps d'interview où je vais poser pas mal de questions qui reviennent beaucoup dans mes échanges aussi avec vous, RH, responsable QVCT, responsable prévention santé. Mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat et on dédiera un temps aussi prévu à la fin pour ça. Donc c'est vraiment un espace d'échange et de réflexion tous ensemble et ça a pour but aussi que vous repartiez avec des clés et des pistes concrètes pour mettre en place des actions en lien avec le sujet. Et donc aujourd'hui, le sujet, ce sera les RPS. Le programme du jour aussi rapidement. Donc on va revenir quand même sur, une partie, définition, des RPS rapidement parce que, je pense que, voilà, on en entend de plus en plus, parler. On sait tous à peu près ce que c'est, mais, il y a des notions importantes sur lesquelles revenir. Le cadre légal également, en termes de prévention des RPS. On passera à la partie interview, de Marine Vivier, que j'ai le plaisir, d'accueillir aujourd'hui pour ce webinaire et que j'aurai plaisir à interroger sur des questions vraiment clés sur le thème des RPS. Donc Marine Vivier qui est psychologue du travail, consultante santé au travail et également ergonome formatrice, que vous allez avoir le plaisir de rencontrer juste après. Si on a le temps, je reviendrai aussi sur un cas d'un client qu'on a accompagné sur le volet des RPS. Ça vous permettra aussi de vous rendre mieux compte de ce qu'on peut faire et de comment on peut vous accompagner. Et je vous présenterai également nos solutions en matière de RPS. Vous verrez qu'il y a plein de formats possibles. On s'adapte aussi à votre organisation et à vos enjeux et à où vous en êtes par rapport au RPS. Donc je vous présenterai tout ça et on finira bien entendu par un temps de questions et réponses. Je présente aussi rapidement Montmartin à ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, on intervient en entreprise depuis 2017 sur toute la sphère prévention santé. On a des experts présents sur toute la France. Donc, je vois qu'il y a des gens dans le Nord ici. Je suis personnellement à Lille aussi, donc coucou au Nord. Il y a des gens en Île-de-France et puis et bah, voilà, on peut intervenir également en Bretagne, dans le sud, où que vous soyez. Nos experts sont présents partout. Un peu plus d'une centaine d'experts labellisés, donc que l'on recrute sur certains critères, notamment sur le fait qu'ils ont minimum 5 ans d'expérience et l'habitude d'intervenir surtout en entreprise. Donc notre approche de la prévention, elle est basée sur trois piliers principaux que vous voyez ici à l'écran. Il y a le pilier corporel, le pilier nutritionnel et le pilier émotionnel. C'est vrai que quand on parle de RPS, là, spécifiquement aujourd'hui, on va avoir rapidement le raccourci émotionnel. En réalité, chez Montmartin, on croit très fort en la complémentarité de nos trois piliers et on vous propose des interventions aussi sur les deux autres, puisque bah, la nutrition, l'hygiène de vie, ça va aussi avoir un impact sur la santé mentale, le corporel aussi, tout ce qui est prendre soin de son corps également, et tout va être interlié. Donc, on va parfois pouvoir vous proposer des programmes où plusieurs expertises interviennent chez vous. On a notamment des ostéopathes ergonomes sur la partie corporelle, des nutritionnistes, addictologues, patients experts sur la partie hygiène de vie. Et sur la partie émotionnelle, on va avoir des sophrologues, hypnothérapeutes et
et psychologue du travail comme Marine, aujourd'hui. Et donc, vous voyez qu'on peut intervenir sur, différents enjeux, pas uniquement les RPS, hein, mais les troubles musculo-squelettiques, l'hygiène de vie, et les addictions, la sécurité au travail et puis également un peu plus ponctuellement des sujets de santé publique si vous avez besoin pour, animer, des temps forts comme, Octobre rose ou Movember, par exemple. Voilà, donc c'était une petite parenthèse pour, ceux qui ne connaîtraient pas Montmartin et qui nous rejoignent, pour la première fois aujourd'hui sur ce rendez-vous, d'action en prévention. Alors on va, démarrer par, des définitions, hein, des termes, à repasser ensemble pour, partir sur des bonnes bases avant de passer à la suite. Donc les RPS, c'est quoi? Les risques psychosociaux, c'est quoi? Donc on est parti d'une définition, qui est une référence, hein, puisque c'est le rapport Golac la cite. C'est une source de référence en la matière. Donc ce sont, tous les risques pour la santé mentale, mais également la santé physique et sociale, qui sont engendrés par les conditions d'emploi et et les facteurs organisationnels et relationnels, susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Donc, on voit aussi tout de suite, le lien avec la santé mentale qui est une cause, renouvelée aussi, grande cause renouvelée par le gouvernement cette année. Nous, on le voit, aussi par nos échanges et les sollicitations, de nos clients. C'est un sujet qui prend de plus en plus de place et qui est de plus en plus, demandé, en entreprise. Et donc, ce il faut vraiment voir les RPS comme des fragilités, liées aux risques professionnels et aux conditions de travail et pas uniquement comme quelque chose d'isolé et d'individuel. De toute façon, c'est le lien aujourd'hui avec, la santé au travail et les conséquences de ces RPS. Donc on va rentrer plus dans le détail après aussi, dans la partie, interview, mais il y a des signaux à surveiller puisque ça va agir, en conséquence sur tout ça. Sur les effets psychiques, ça va entraîner du stress, de l'anxiété, de la dépression. Sur les effets somatiques, on va justement avoir, des troubles musculo-squelettiques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le lien entre, le corps et l'esprit. Et ça peut aller jusqu'à même des troubles cardiovasculaires. Donc on comprend aussi, du coup, les effets collectifs sur, l'absentéisme, hein, lié à parfois des arrêts maladie, un mal-être, du turnover, des salariés qui préfèrent quitter l'entreprise, ou du désengagement, hein. C'est la phase avant de quitter l'entreprise, où voilà, on va avoir du mal à garder aussi les équipes, motivées. Donc les RPS impactent, la santé, mais également la performance des organisations. C'est bien pour ça qu'on en fait un sujet, de prévention santé au travail. Alors pourquoi agir? Ça semble logique quand on se dit tout ça, mais donc il y a d'abord la responsabilité, humaine en tant qu'être humain, en tant que décideur dans une entreprise. Savoir qu'on a des salariés qui ne vont pas bien, ça pose une question de responsabilité humaine déjà, mais il y a aussi la responsabilité légale sur laquelle on va revenir, juste après. Et puis, bah, on comprend aussi que du coup, avoir un environnement de travail sain, c'est un terreau, pour, avoir des équipes, plus performantes et engagées. Et à l'inverse, ben, si ça va pas bien, ça va être plus compliqué. Donc les questions qu'on vous invite à vous poser, c'est, est-ce que parmi les signaux à surveiller qu'on vient de citer juste avant, est-ce que vous en avez détecté, certains parmi vos équipes? Et auquel cas, est-ce que vous avez déjà mis en place des choses? Peut-être que vous êtes là aujourd'hui justement parce que vous ne savez pas trop par où commencer, donc on espère en tout cas qu'on va vous aider à clarifier, un plan d'action et puis, faire en sorte aussi, de démarrer quelque part parce que, bah, ne rien faire, ce serait pire. Je dis ça aussi parce que j'ai l'habitude, d'entendre, parfois dans mes échanges avec des décideurs, que, bah, les RPS, c'est un sujet tabou, que c'est un petit peu la boîte de Pandore qu'on n'ose pas ouvrir parce que si on en parle après, bah, ça va prendre des ampleurs, ça va prendre une grosse ampleur et tout le monde va se mettre à en parler. En réalité, ne pas en parler, c'est encore pire, c'est comme mettre un couvercle, sur la cocotte et au bout d'un moment, ça explose donc il faut démarrer même par des petites actions.
J'aime pas dire il faut, mais voilà, c'est ce qu'on vous préconise. D'ailleurs, j'en profite aussi, j'ai oublié de vous dire que donc on a eu d'autres sujets de prévention santé par le passé. Vous pouvez aussi tout de suite en lien dans le chat le lien vers les replays des précédents webinaires, juste avant de passer à la suite. Pour ceux qui voudraient retrouver les replays des précédents webinaires, vous pouvez cliquer sur le lien dans le chat. Et n'hésitez pas à tout moment si vous avez des questions dans le chat, soit enfin, je les lis, soit je les lis tout de suite, soit on revient dessus à la fin, mais n'oubliez pas, enfin voilà, des fois on passe à autre chose, donc si vous voulez noter votre question dans le chat, faites-le au fil de l'eau, il n'y a pas de souci. Alors, quelques chiffres clés aussi par rapport au RPS, pour prendre conscience aussi de l'enjeu en entreprise. Donc, on sait que 8 salariés sur 10 estiment que leur situation de détresse psychologique est liée au travail. C'est énorme, 8 sur 10. 42% des salariés sont en détresse psychologique, dont 15% en détresse psychologique élevée. On voit à quel point, du coup, c'est important de venir les soutenir, d'autant plus de par le cadre légal dont on va parler juste après. 61% des salariés se sentent stressés au moins une fois par semaine et ce chiffre passe à 70% quand on parle des cadres supérieurs et 64% pour les managers. Donc là aussi, vous verrez que dans la partie questions qu'on va adresser à notre experte aujourd'hui, il y a une précaution particulière à prendre aussi pour les cadres et les managers qui sont d'autant plus exposés et qui font un peu tampon, qui sont au milieu, on va comprendre pourquoi. Et à l'inverse, 61% des entreprises qui ont instauré des politiques QVCT ont constaté un effet positif sur la santé mentale de leurs salariés. Donc c'est ce qu'on disait juste avant, le but c'est de commencer quelque part, même une toute petite action, ça a des effets bénéfiques sur la santé mentale de vos salariés et après sur toute l'organisation. Alors, je vais passer à la partie légale. Je suis désolée, j'ai un petit problème d'affichage. Donc, au niveau de ce que dit la loi et le code du travail, donc vous devez certainement le savoir, il y a une obligation de moyens pour l'entreprise qui est renforcée pour l'employeur, donc qui doit protéger la santé physique et mentale de ses salariés. C'est le code du travail qui le dit. Donc, le document unique qui doit être complété chaque année et qui doit faire un état de l'état des lieux, en gros de santé des collaborateurs, doit indiquer les risques. On doit identifier les risques dans ce document, mais on doit aussi définir en face des actions de prévention et mettre en œuvre des actions. C'est obligé, enfin, c'est encadré par le Code du travail. Et après, ça doit être suivi pour voir comment on pilote ces risques qui ont été identifiés. Et donc, pour agir sur ces risques psychosociaux, donc il y a trois niveaux d'action. Il y a d'abord la prévention primaire. Donc là, c'est vraiment quand on agit en sensibilisation, quand il n'y a pas encore de problème avéré, mais qu'on souhaite avoir un niveau d'information et qu'on souhaite éviter un jour peut-être de rencontrer des problèmes de ce genre. Donc là, on va pouvoir vraiment agir en amont sur l'organisation et les conditions de travail, être attentif par exemple au planning, aux effectifs, à l'organisation et veiller à ce que tout soit en harmonie. Marine va nous donner des conseils aussi par rapport à tout ça tout à l'heure, vous verrez. Donc ça, c'est vraiment en amont. Ensuite, on a la prévention secondaire qui là va plutôt veiller à accompagner les salariés qui sont plus confrontés déjà aux situations à risque. Par exemple, quand on le sait, hein, les métiers qui sont plus exposés au public vont être plus sujets aux agressions, aux incivilités, ou quand on sait qu'il peut y avoir des tensions aussi entre les équipes. Donc là, on va, avant même qu'il y ait des gros enjeux, venir prévenir auprès de ces équipes avec des formations, des espaces de parole et de l'analyse des pratiques professionnelles. Et puis enfin, donc il y a un troisième niveau sur lequel nous on intervient moins parce qu'on parle de prévention,
mais on est vraiment plus en prévention quand on est sur le primaire et le secondaire. Donc sur le tertiaire, là, c'est vraiment quand il y a des difficultés avérées. Et là, on peut mettre en place un soutien psychologique, des consultations individuelles, de la médiation. C'est une partie sur laquelle Montmartin va moins vous accompagner. Toutefois, voilà, nos experts sont aussi formés à ce niveau de prévention. Voilà, donc j'espère déjà que ce petit tour d'horizon et ce cadre légal vous aide à mieux aborder le sujet. Et puis, bah, on va passer à la partie questions. Bonjour Marine et merci d'être présente aujourd'hui parmi nous. Je vous laisse un petit instant pour vous présenter à tous si vous le voulez. Oui, bonjour à tous. Donc, Marine Vivier, psychologue du travail ergonome. Donc, j'agis effectivement en tant que préventeur en risque professionnel, en santé au travail, à travers la formation et à travers aussi des interventions en entreprise. Et j'interviens aussi en tant que psychologue du travail en libéral auprès des salariés qui donc sont en souffrance au travail pour les aider soit à traverser un burn-out, soit à quitter une entreprise, soit à se reconvertir ou soit à dépasser, une situation, de difficulté au travail. Voilà et donc, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on aborde la prévention des risques psychosociaux en entreprise et elle se fait sur plusieurs niveaux, cette prévention-là. Elle se fait à un niveau, assez organisationnel et systémique, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur, la stratégie de l'entreprise, la culture de l'entreprise. Lorsque les entreprises, se réorganisent ou changent, leur hiérarchie ou leur stratégie, d'entreprise et donc à ce niveau-là, il est important, que l'ensemble des salariés soient impliqués dans cette, organisation. On a un niveau qui est plus interpersonnel, donc au sein des équipes. Là, on va être sur du relationnel, de la communication, de l'humain. Ça peut être soit au sein même, d'une équipe avec, des pairs, soit ça peut être sur des niveaux, plus hiérarchiques. On peut aussi, observer des problématiques parfois d'ancienneté entre, des anciens salariés et puis des nouveaux salariés, des problématiques de personnalité avec des personnes qui vont, prendre plus de place et puis d'autres qui vont être, plus introvertis. Certains qui vont être beaucoup plus impliqués, d'autres beaucoup moins impliqués. Il y a des diversités d'exigences aussi et de perfectionnisme, au sein des équipes et donc le troisième niveau qui est managérial et hiérarchique, où là, parfois, il peut y avoir trop de cadrage ou pas assez de cadrage, trop d'écoute ou pas assez d'écoute, et une mauvaise répartition de la charge de travail. Et donc là, ce qui est important vraiment à prendre en compte, ça va être le côté équilibre. L'équilibre entre, la charge de travail qui nous est demandée et les ressources que l'on a pour pouvoir y répondre. Et donc cet équilibre-là, il est important d'être vigilant à tous les niveaux, qu'il y ait assez suffisamment de transparence, en tout cas la transparence nécessaire pour que les personnes puissent réaliser à bien leur mission et leurs tâches et leur activité. Et donc les principaux, signaux qui peuvent alerter, dans un premier temps, dès qu'il y a des situations qui peuvent s'installer, ça va être soit des salariés qui vont être, trop présents en entreprise, qui vont faire, des horaires à rallonge, qui vont travailler les week-ends, qui vont envoyer des mails à 22 heures par exemple. Ou au contraire, des salariés qui vont commencer à être de plus en plus absents, de plus en plus effacés et à démontrer un certain désengagement dans leur travail. Un autre, signal, assez fort, c'est quand il y a un turnover, c'est-à-dire quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans l'entreprise et qui ne restent pas au-delà, de leur période d'essai ou alors qui partent au bout de 3 mois, au bout de 6 mois ou, des anciens qui partent aussi alors que ça faisait 10 ans qu'ils étaient dans l'entreprise et qui partent à cause d'une réorganisation ou à cause d'un changement dans la hiérarchie. Hem, Aussi, il peut y avoir des conflits, donc des problématiques, entre certains salariés dans la communication qui peut,
avoir pour impact une baisse de performance, un évitement, un isolement aussi parfois. Ça peut être, ou sinon des conflits, assez visibles, en entreprise entre salariés ou entre un manager et l'équipe. Ça peut arriver que des fois des personnes se mettent à crier en réunion ou, qu'il y ait des listes de reproches, parfois envers, certaines personnes de l'équipe. Donc ça, c'est vraiment un signal, à prendre en compte, le professionnalisme, dans la communication et dans les rapports avec, cette bienveillance en fait qui est performante et qui permet aux agents et aux salariés et aux employés d'être efficaces et d'être efficients et de se faire confiance les uns les autres. Et enfin, effectivement, l'atteinte sur la santé, donc ça peut avoir des problématiques sur les troubles musculo-squelettiques, comme on l'a vu, par, le passé, ou le stress sur le long terme, ça peut aussi provoquer des maladies chroniques Mmh. avec une baisse du système immunitaire et ça aussi, ça va, accentuer, l'absentéisme et les arrêts, maladie répétés. Ouais. Avec, plein de conséquences indirectes sur le sommeil, sur le stress, sur, Exactement. la communication aussi, entre les équipes, et c'est pour ça qu'on peut intervenir aussi à plein de niveaux, là-dessus. Très bien. Bah, merci, vous avez enchaîné du coup, directement avec ma première question. Merci Marine. Et du coup, continuer, sur cette lancée, pourquoi selon vous la prévention des RPS, est devenue un enjeu stratégique pour les directions RH au-delà des obligations réglementaires dont on a parlé tout à l'heure? Ouais, donc effectivement, il y a une obligation de l'entreprise de prévention de la santé, des salariés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les RPS sont un petit peu sous-estimés, ce qui peut arriver parfois, ça va provoquer un coût invisible de la santé au travail. C'est, bah, tout ce qui est absence, tout ce qui va être, parfois des retards aussi dans le travail, une perte, d'efficacité, quand il y a des problèmes de communication, quand il y a de l'information, qui est retenu, qui est mal diffusé, ou alors que les personnes font trop de réunions parfois, il y a une mauvaise répartition du temps, on l'a bien dit, hein, c'est une histoire d'équilibre et donc toutes ces répercussions-là, ça a un coût financier réel pour l'entreprise, surtout au niveau des ressources humaines. Et puis vous avez certains salariés, qui, n'hésitent pas à aller au prud'homme, dans certaines situations de harcèlement ou de licenciement abusif. Mmh. Ça a un impact effectivement, là d'un point de vue positif, c'est-à-dire que lorsque les salariés se sentent bien au travail, qu'il y ait une bonne ambiance de travail, une bonne communication, donc une certaine qualité de vie au travail, ça va avantager les comportements de citoyenneté organisationnelle, c'est-à-dire, j'en sais rien, d'amener des chouquettes pour la réunion, le lundi matin, par exemple. Ça peut être, d'aider un collègue, qui a des questions, ça peut être, de monter en expérience, de diversifier son expérience et donc d'être de plus en plus expert dans son activité et plus on est expert, plus on gagne du temps parce qu'on a accumulé des outils et des expériences qui font que on va vraiment gagner en efficacité et en temps. Et évidemment, ça va venir, attirer des meilleurs profils, c'est-à-dire que l'entreprise qui a, une bonne, on va dire, philosophie et culture, du bien-être au travail, va améliorer, son recrutement en attirant les meilleurs profils, j'ai envie de dire et en permettant aux profils au sein de l'entreprise de développer leur potentiel. Mmh. Voilà et donc d'un point de vue RH, il y a plein d'effets positifs, évidemment. Oui, on en parlait hier, sur la partie attractivité. Aujourd'hui, on est à l'ère de, on laisse des avis pour tout, pour le médecin, pour ses vacances et c'est aussi le cas pour l'entreprise. Donc, une entreprise, où tout va bien, ça se sait, mais quand ça ne va pas, bah, malheureusement, ça se sait aussi. Et vous me disiez d'ailleurs que vous aviez eu le cas en cabinet, d'une personne, qui n'était pas très bien au travail et qui s'était rendu compte après coup que, il y avait eu des avis laissés et c'était quelque chose qui transparaissait et il aurait aimé, pouvoir consulter ces avis avant. Donc oui, c'est aussi important, pour l'employeur de veiller à tout ça parce que, voilà, ça se reflète au final et ça va, impacter aussi l'attractivité, de l'entreprise.
tout à fait. Et vous aviez aussi parlé d'une notion de liquide. Comment c'était le terme que vous aviez employé? Oui, je voulais en parler un peu plus tard, mais Ah c'est oui, pardon. dans cette histoire d'équilibre, c'est-à-dire Hum, que on est dans un organe, on est dans un système, et les salariés, ce sont eux qui font que l'entreprise existe et qu'elle est vivante, et qu'elle a aussi une santé économique. Et donc, cette partie humaine et vivante, elle est euh, elle ne peut pas coller au prescrit, elle ne peut pas coller au business plan. Il y a forcément un écart entre ce qui est prévu, ce qui est estimé, ce qui est recherché et la réalité. C'est-à-dire hum, que une des grandes problématiques de ce jour, c'est de vouloir tirer au maximum les temps, les profits, les flux, etc. Et donc, on va venir supprimer tout ce petit temps, dont on a besoin pour hum, communiquer entre nous, hum, pour pouvoir, respirer, pour pouvoir réfléchir, des fois prendre du temps de réfléchir, et tous ces temps-là qui, sont un petit peu le liquide lymphatique du c'est système, qui ça. permet une bonne hydratation et à des fois à des systèmes de grossir et de rétrécir en fonction, en fait, de l'activité. Si on supprime tous ces rouages-là, toute cette huile, eh bien, ça va forcément, à un moment donné, générer des blocages. Hum. Voilà. Oui, pardon, je prenais un petit peu en avance, c'est parce que je, je me souvenais qu'hier, on en avait discuté toutes les deux à ce moment-là. On va peut-être revenir dessus en partie, mais il y a également d'autres évolutions dans le monde du travail qui ont un impact sur les RPS. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, s'il vous plaît? Oui, voilà, donc là, c'est ce que je viens de dire, hein, Ouais, on va passer le dernier point, c'est oui. les flux tendus, l'optimisation, le supply chain, le livrage à court terme, le fait aussi qu'il y ait des services commerciaux qui vont vendre des prestations à des entreprises sans forcément spécialement consulter les experts et les consultants qui vont intervenir chez le client. Et donc parfois, il y a un problème d'évaluation au niveau du timing et au niveau du livrable. Euh, on a, des enjeux économiques et politiques en ce moment avec, une grande, in mondialisation et internationalisation des entreprises et des services. Grâce à la digitalisation et au distanciel, en fait, on va éclater parfois certaines fonctions dans certaines entreprises, qui sont surtout, sur de l'ingénierie et sur, tout ce qui va être, milieu, tertiaire, on va dire. Et donc, le fait d'être beaucoup en distanciel et d'avoir parfois des différences, de culture et de stratégie, ça peut aussi créer des problématiques dans la communication. Mm. Il y a aussi, des petites entreprises ou des petits groupes. On va prendre l'exemple d'un petit EHPAD effectivement qui se fait absorber par un grand groupe, qui va absorber plusieurs EHPAD et qui va vouloir, externaliser certaines fonctions comme les fonctions ressources humaines, par exemple, les fonctions support, les fonctions comptabilité, qui vont externaliser, par exemple, des activités comme, la restauration, et il va y avoir un lissage entre les établissements, et donc ça va déposséder les, soignants, le cœur du métier, en fait, ça va les déposséder du sens de leur travail. Et Mm. ça, effectivement, le mot du sens, j'ai envie de l'ajouter vraiment et de mettre un point sur ça parce que c'est aussi au cœur des RPS. Le fait, d'avoir du sens dans son travail, de la reconnaissance, c'est très important de savoir où on va, vers quelle direction on se dirige, et d'être considéré aussi pour son travail. C'est-à-dire que les salariés soient considérés dans le fait que c'est grâce à eux que l'entreprise, elle existe. Et de se recentrer sur le cœur de l'activité de l'entreprise, parce que parfois les fonctions support aussi vont prendre beaucoup de place, ou alors les fonctions de management aussi vont prendre beaucoup de place. On va avoir, plus de strates de management parfois avec, aussi du micromanagement, qui est importé, un modèle importé des États-Unis. Donc on va avoir aussi un conflit de culture parfois entre différentes, stratégies d'entreprise, et donc ça va venir
accentuer cette déshumanisation et cette dépossession du travail que peuvent avoir les salariés. On va avoir effectivement l'essor de l'intelligence artificielle. Et là, c'est la même problématique que tout ce qui est réorganisation, acquisition, fusion. Parfois, les entreprises ont des stratégies et elles n'incluent pas forcément les salariés dans cette dimension-là. Et donc, il va y avoir une réorganisation qui va être imposée. Et là, ce qui va être intéressant en fait dans une démarche RPS, ça va être d'inclure les salariés dans une conduite du changement. Donc, par exemple, l'IA, ça va venir modifier assez rapidement les méthodes de travail. On va modifier un logiciel, on va accélérer certaines tâches, on va déléguer d'autres tâches et puis parfois aussi on va contrôler l'activité grâce à l'IA et ça peut être source de stress. Déjà de ne pas aller assez vite dans le changement et donc d'être un petit peu dépossédé de sa propre expertise, d'être déstabilisé. Donc je retiens bien cette histoire d'équilibre où si on va tirer au maximum l'activité des salariés, déshumaniser, dépersonnaliser les postes de travail, dès qu'il y a le moindre petit déséquilibre, en fait, ça va faire un espèce d'effet domino. Mmh. Donc j'ai parlé aussi de la réorganisation des espaces, de l'environnement. Il y a l'environnement, social, mais il y a aussi l'environnement physique. Mmh. Le fait d'être dans des open space, d'être en flex office, c'est-à-dire qu'on n'a plus son propre bureau, tout le monde peut voir, son écran, tout le monde peut entendre les conversations, des voisins et cetera. Ça peut aussi être générateur de stress, de se sentir en permanence contrôlé par, l'environnement et donc de ne pas avoir sa petite bulle, la fameuse petite bulle, qui nous permet de se sentir en sécurité et en confiance. C'est-à-dire que nos collègues et nos responsables puissent nous faire confiance dans la manière, qu'on a de travailler. Parce que parfois un manager peut dire: «Oui, mais toi tu fais comme ça, moi je fais pas comme ça et un tel il fait pas comme ça». L'idée, principale, c'est que chacun puisse atteindre ses objectifs, faire son travail et évidemment, il y a des différences individuelles, il y a des personnes qui ont des méthodologies différentes, des expériences différentes et donc c'est ce fameux liquide, lymphatique, Mmh. qu'il faut laisser vivant, en fait, Ouais. et laisser place à la à l'individualité de chacun. Ouais, et l'humanisation, c'est le mot-clé aussi, Oui. mais donc c'est important quand même d'avoir cette liste en tête parce que, parfois on peut se dire, «Bon, bah, voilà, il va y avoir, je sais pas, une acquisition, une fusion», on en parle aux employés, on attend de voir, ça va bien se passer et puis, bah, quand on se rend compte que finalement ça bloque, bah, c'est là qu'on met en place des actions. Le but, c'est vraiment d'être le plus possible en amont dans la phase d'anticipation et de prévention, pour éviter que des RPS ne s'installent. Donc, même si en apparence tout va bien, c'est important Ouais. de bien agir en amont quand il y a des changements comme ça, qui vont intervenir. Ouais, j'insiste sur ce point parce que Mmh. c'est vraiment, 80 des personnes qu'on reçoit en consultation, Voilà. hein, Mmh. qui subissent, ce type de situation, qui se sentent complètement dépossédés de leur travail et de leur activité, quoi. Ouais. Oui, Mmh. oui, 80, oui, vous faites bien de le redire, ouais. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui a le plus évolué, ces dernières années dans la manière dont les entreprises abordent, les RPS? Oui, donc les très grosses entreprises principalement, elles vont effectivement beaucoup en parler. Il va y avoir des événements QVT et cetera. Parfois, on va mettre en avant, le bien-être et donc comme on l'a vu, il faut pas, mélanger le bien-être au travail, Mmh. la qualité de vie au travail avec la prévention des risques, psychosociaux. Ce sont 2 choses différentes. C'est-à-dire que parfois, lorsque l'entreprise va mettre beaucoup d'efforts dans les happy managers et cetera, sans forcément remettre en question les conditions de travail, l'organisation, ce qui est générateur de stress, ça peut créer un sentiment justement de ne pas être écouté, et avoir le sentiment que les budgets sont perdus, pour, des choses qui ne vont pas leur servir. Oui, c'est Donc ça. Ouais. ouais. Ouais, c'est ce qu'on se disait aussi. Enfin, nous, on a l'habitude aussi d'avoir des interlocuteurs qui nous disent, je veux pas parler de RPS, c'est un gros mot, je préfère parler de bien-être.
parce que voilà, je veux pas inquiéter les équipes ou autre. Mais finalement, ce que vous me disiez, c'est quelque chose qui peut être mal perçu quand il y a déjà des situations installées, de se dire: «Bah, on se moque de nous, en fait, on nous parle de bien-être alors que ça va pas». Il vaut mieux nommer les choses et finalement, instaurer, une relation de confiance, des 2 côtés, quoi. Mmh. Exactement, exactement. Il s'agit d'agir en profondeur et non pas en surface. Ouais. Donc il y a ces histoires effectivement d'Happy Manager et puis il y a, les outils de mesure. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a des questionnaires aussi qui sont diffusés, au sein des entreprises, où va y avoir des indicateurs, de bien-être au travail et cetera. Alors ces outils de mesure, ils peuvent être, très précieux comme ils peuvent être aussi, pervers parfois, Mmh. notamment lorsque l'anonymat n'est pas bien respecté Mmh. et lorsque la manière dont on diffuse le questionnaire va faire en sorte que même s'il est confidentiel, on va savoir qui a répondu ça, Mmh. qui a parlé sur la a dénoncé ce type de situation parce que ça dépend du nombre de personnes dans les équipes et cetera. Donc parfois, vous avez des personnes qui vont avoir peur, en fait, de parler de leur situation. Ouais. On va, observer aussi de plus en plus, du micromanagement avec, un contrôle justement de l'activité, des uns et des autres. Parfois des jugements, sur justement les méthodes de travail et cetera et ça peut être vraiment source de stress. D'avoir l'impression de quelqu'un, derrière son épaule qui contrôle vraiment ce qu'on fait. Ça peut être très déstabilisant et ça peut faire perdre, en fait, les moyens à Mmh. certaines personnes. Ouais. Il faut faire aussi attention à la psychologisation des situations et des personnes, parce qu'effectivement, on parle de plus en plus de risques psychosociaux, on parle de plus en plus de santé mentale et de psychologie et il faut vraiment faire attention de, ne pas utiliser des termes, à tout va comme, pervers narcissique, comme, bipolaire ou borderline, des situations, enfin des cas, de personnalité, qu'on va entendre plus, effectivement dans la, dans ce qui va être vulgarisation de la Mmh. psychologie. Donc il faut vraiment faire attention, c'est que effectivement, il peut y avoir des personnes avec des troubles psychologiques et psychiques en entreprise, mais c'est aussi ça fait partie aussi de l'inclusion, tout comme des personnes peuvent être malvoyantes ou malentendantes ou des personnes peuvent aussi avoir un autisme, par exemple. Il est important aussi d'être inclusif aussi pour les personnes qui ont des troubles psychiques. Un trouble psychique, il va venir poser problème dans les relations et dans les entreprises quand il y a des situations favorables. C'est Mmh. toujours cette histoire d'équilibre, cette histoire d'homéostasie, d'écoute et d'espace. À partir du moment où c'est bien équilibré, où c'est bien cadré, il y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent être, ils peuvent avoir un suivi à côté avec un psychiatre et cetera. Ça les regarde. Par contre, là, les situations, on va dire toxiques qui peuvent s'installer, en entreprise, même avec des personnes qui n'ont pas du tout de problème, de personnalité ou de troubles psychiques, hein. Vous avez des situations, ne serait-ce sur la simple base des personnalités, qui peuvent être en déséquilibre avec des personnes dominantes et des personnes qui vont être dominées. Et donc c'est pour ça que c'est un très important d'avoir des espaces d'écoute et de pouvoir ouvrir lorsque entre 2 personnes, il y a des tensions et il y a des incompatibilités, parfois ça existe. Donc il faut ouvrir le dialogue pour objectiver en fait la situation, revenir sur des faits et recentrer le discours sur le travail et non pas Mmh. sur la personne en Mmh. disant: «Oui, mais elle est faible, oui, mais nanana, oui, mais c'est un pervers». Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut faire attention de garder une certaine bienveillance envers chacun et les personnalités et les vies de chacun et de bien se recentrer sur, ce qui nous unit tous en entreprise, c'est le travail. Ouais. Voilà. Et se poser les questions, au bon endroit, ouais, d'accord. Très bien, je passe à la suite des questions. Alors pour les personnes présentes, qui pourraient se poser la question justement, par où on commence concrètement, pour structurer une démarche de prévention RPS sans mobiliser des moyens disproportionnés? Quand on ne sait pas par où commencer, ça peut faire peur, donc par où, peut-on commencer? Ouais, donc bah, effectivement, tout ce qui va être bilan, heu, puisque effectivement il est obligatoire de faire un document unique qui recense les risques professionnels, de faire un bilan de l'entreprise. En fait, on voit très bien la santé sociale d'une entreprise au bilan sociotechnique avec, les absences, les turnovers, l'ancienneté, les expertises. Est-ce qu'il y a beaucoup de strates ou pas? Ou est-ce qu'on est sur une organisation plutôt lissée?
et donc devoir, identifier quelles situations peuvent être à risque. C'est-à-dire que aussi, ce qui est important, c'est que quand il y a des salariés qui sont absents, il faut vraiment faire attention à bien encadrer leur retour en entreprise. Donc s'ils sont absents, plus d'un mois, ils doivent, donc avoir une visite, auprès du médecin du travail, et même au niveau ressources humaines et RH, c'est bien de faire un point avec, ce salarié pour comprendre si c'est, d'origine professionnelle ou pas, et si c'est d'origine professionnelle, de laisser en fait, l'espace pour que la personne puisse s'exprimer et de voir comment est-ce qu'on peut, faire en sorte que son retour se passe dans les meilleures conditions possibles. Mmh. Et ça passe aussi donc par une sensibilisation, c'est-à-dire que le fait de connaître, les procédures et de reconnaître les indices et les signaux, bah, ça permet de mieux comprendre. Et ça, grâce aux ateliers, aux formations et cetera, ça permet vraiment de bien comprendre, et aussi, il ne faut pas hésiter lorsque vous êtes formé et sensibilisé à chercher à voir dans votre entreprise des situations ou à parler autour de vous, de ça, et pas juste en fait, faire des formations pour ne pas le mettre en pratique derrière. C'est le fait de Mmh. mettre en pratique Ouais, derrière qui va vous comme tout. permettre de vous approprier l'information. Mmh. Et Bon. quand on écoute aussi, d'apprendre à écouter de manière active, ça Ouais. s'apprend aussi parce que la personne, elle peut se livrer et puis, être entendue, mais pour autant ne pas se sentir, écoutée. Donc ça s'apprend aussi, et vous formez là-dessus. Mmh. Exactement, exactement. Il y a des techniques de communication, des techniques effectivement l'écoute active. Oui, il peut y avoir aussi des personnes, référentes, RPS, dans les entreprises. Il y a par exemple des personnes référentes harcèlement, qui existent, mais je sais pour, accompagner des personnes qui subissent du harcèlement, elles ont beau avoir prévenu le référent harcèlement, le référent RPS, et il y a pas de retour. Il y a Mmh. pas de il y a pas de plan d'action Ouais. derrière qui est mis en place. Heu et parfois, lorsque l'entreprise se sent démunie par une situation, il ne faut pas hésiter à faire venir des experts extérieurs qui viennent avec un œil neuf et qui vont venir, auditionner un petit peu, aux différents niveaux pour apporter, un point de vue extérieur et beaucoup plus neutre aux situations. Il ne faut pas hésiter Mmh. à faire appel à ces compétences-là. Et comme je l'ai dit plus tôt, vraiment intégrer les salariés dans les, transformations, dans des groupes de travail, dans tout ce qui va être changement, réorganisation, même, dans le check-in lorsqu'il y a un nouveau salarié qui arrive dans une entreprise. C'est vraiment ça, c'est une étape très importante, qu'il soit bien, intégré, qu'il soit bien, identifié auprès des autres, et parce que c'est le début, si vous voulez, Mmh. c'est la première impression qu'on a de quelqu'un, et donc c'est hyper important de bien inclure les nouvelles, recrues. Oui, dans la phase d'onboarding, effectivement, Exactement, c'est comme pour tout, la première impression, ça compte, et ça en fait partie exactement. des 2 côtés pour, les collègues qui accueillent la nouvelle personne et pour la personne qui arrive. Alors quels écueils observez-vous le plus souvent dans les démarches RPS qui sont mises en place par les entreprises? Ah, on vous entend plus Marine, votre micro est coupé. Voilà. Oui, Allez-y. donc effectivement, la confusion entre les risques psychosociaux et tout ce qui va être QVT et Mmh. bien-être au travail. Il faut faire Ouais. attention que ces 2 choses, et c'est important que ces choses soient menées, de manière complémentaire et Oui. ensemble. Mmh. Et puis, tout ce qui va être, diagnostic ou effet d'annonce sans réel plan d'action. Ça arrive qu'il y ait des études, des cabinets extérieurs qui Ouais. soient, par exemple auditionnés, ou demandés par, les syndicats ou par les CSE. Ils font, toute une étude RPS et ils proposent des recommandations, et ça n'est pas suivi par l'entreprise, Mmh. et donc ça crée un vrai sentiment d'échec vis-à-vis des salariés, où ils se sentent encore plus, pas reconnus dans leurs problématiques. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important, même si, la démarche elle vient, d'un syndicat, c'est important que, le service des ressources humaines ou, le CODIR en fait, s'associe à la démarche et comprenne vraiment,
quel est leur bénéfice à participer à cette démarche-là et de co-construire aussi avec, les experts qui viennent faire l'audition, Mmh. les plans d'action pour que ça soit vraiment réalisable. Oui, ça, c'est vraiment le maître mot aussi à chaque fois qu'on échange avec nos clients, d'inclure le comité de direction, d'inclure la tête de l'entreprise pour que tout le monde aille, ensemble vers la même direction. C'est primordial que ça démarre d'en haut, comité de direction, manager et après collaborateurs. Et en effet, le diagnostic est très important. Il faut démarrer par là parce qu'il faut savoir d'où on part. Mais après derrière, il faut effectivement mettre en place, des actions. C'est ça. On avait dit aussi, n'hésitez pas à faire appel à des compétences extérieures si jamais vous avez besoin, mais il faut faire attention de ne pas 100 déléguer aussi Mmh. les risques psychosociaux en externe. Il faut que l'entreprise, elle ait une main aussi et qu'elle ait des connaissances sur, la gestion, des risques psychosociaux en interne pour pouvoir agir le plus vite possible et pour faire une vraie prévention primaire. Voilà, donc faire attention de ne pas pathologiser les situations aussi et de dire: «Oui, mais c'est parce que, tu es, susceptible et cetera, fais un effort» ou «Oui, on va te mettre une formation en gestion du stress, parce que, tu es au bord du burn-out». Mmh. Ça ne fonctionne pas non plus. Les personnes qui sont en burn-out, très, très souvent, dans la majorité des 90 des cas, hein, c'est à cause, d'un problème d'organisation du travail. Avec une surcharge, avec, un déséquilibre, en fait, entre l'investissement et la reconnaissance. Effectivement, dans les 10 des cas restants, vous allez avoir des cas particuliers avec des gens qui vont être accros au travail, qui vont se surinvestir et qui vont, appauvrir leur sphère personnelle. Mais encore que ces personnes-là, lorsqu'elles ont une bonne reconnaissance, en général, elles tiennent bon et c'est OK aussi, d'avoir que son travail dans la vie pour certaines personnes, hein. C'est pas Mmh. là où ça pathologise, c'est vraiment quand il y a un déséquilibre. Ouais. Et bien sûr, on l'a répété à plusieurs, reprises, le manque de communication et le manque d'écoute. Très souvent, on veut créer un dialogue où on veut dire qu'on écoute, mais en fait, les personnes ne s'écoutent qu'elles-mêmes. Ouais. Mmh. Ça arrive assez souvent. Et ça s'apprend. Exactement. Alors on a parlé tout à l'heure du rôle, important, des managers et qui peuvent souffrir, davantage encore des situations de stress, au travail. Quel rôle ils peuvent jouer, réellement et concrètement dans la prévention des RPS sans devenir des professionnels de la santé? Puisque c'est pas non plus, les experts, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur niveau? Oui, donc là, effectivement, ils ont un rôle très crucial parce qu'ils sont coordinateurs donc de l'activité. Ils sont censés aussi, réguler la charge de travail, de faire attention, qu'il y ait une bonne répartition et aussi il faut faire attention qu'il y ait pas de rétention de l'information. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un de l'équipe va venir émettre une demande ou parler d'un problème de charge de travail ou de tension à son manager, c'est important que le manager aussi puisse en parler à d'autres niveaux dans l'entreprise, pour qu'il y ait une communication fluide et que le problème ne soit pas cantonné au sein de l'équipe et qu'il n'arrive par exemple jamais, au service, ressources humaines. Par exemple, un salarié à qui on va demander plus que ce qu'il y a sur sa fiche de poste et qui va dire: «Oui, mais c'est pas sur ma fiche de poste. Oui, mais ma surcharge de travail, elle devient énorme. Oui, mais du coup, il y a un problème, est-ce que, je peux être revalorisé? Est-ce qu'on peut revoir, mon contrat?» et cetera. Si le manager ne fait pas passer ce message à différents niveaux, hiérarchiques dans l'entreprise, notamment au niveau décisionnel, le salarié va s'épuiser et va, arriver jusqu'à rupture, en fait. Mmh. Donc c'est important que le manager ait un rôle aussi, communicant entre les différentes strates. Donc, on l'a dit, un rôle d'écoute et un rôle de communication sur les axes stratégiques de l'entreprise. C'est pareil, autant il faut qu'ils puissent faire remonter l'information lorsqu'il y a des problèmes au niveau opérationnel, autant c'est important qu'ils puissent faire descendre l'information sur les directives, sur les axes stratégiques de l'entreprise et pas faire de la rétention. Parce que cette rétention, en fait, on se rend compte que ça arrive assez souvent et vous avez par exemple des ingénieurs qui vont travailler sur un produit et lorsqu'on leur demande quel est l'objectif ou quel est le projet, ils n'en savent absolument rien parce qu'ils sont Mmh. cantonnés à juste une tâche et ils n'ont pas de vision d'ensemble et ça peut, justement, arracher le sens de son travail, le Mmh. fait de faire de la rétention d'informations.
Ouais. Ouais, on en revient à la notion de sens dont on parlait tout à l'heure, donc d'où l'importance de communiquer dans les 2 sens. Oui. Alors comment accompagner du coup ces managers qui ont un rôle, crucial, parfois eux-mêmes sous pression pour qu'ils restent des relais efficaces? Voilà, donc là, comme l'exemple que j'ai présenté, lorsqu'il y a des alertes de salariés qui puissent effectivement, les faire fluidifier, au sein de l'organisation. Qu'ils puissent aussi, discuter des situations difficiles sans forcément en faire des crises, qu'il y ait une ouverture de la parole. Et eux-mêmes qui puissent aussi, pouvoir demander de l'aide sans être pris dans un étau. Parce qu'il Mmh. y a cette histoire de sens, il y a cette histoire d'humanisation, mais il y a aussi très souvent derrière, les risques psychosociaux, la peur. La peur de perdre la sécurité de son travail, la peur de perdre la confiance de son responsable, la peur de perdre une progression dans l'entreprise, dans sa carrière, la peur d'être perçu comme quelqu'un de faible si on parle de ses difficultés au travail. Donc c'est important aussi que les managers eux-mêmes, n'aient pas ces peurs-là et ne véhiculent pas ces peurs-là, et donc puissent vraiment pouvoir demander de l'aide à des niveaux supérieurs ou à des fonctions support pour ne pas être pris en étau entre, des demandes hiérarchiques et ensuite des besoins au niveau opérationnel. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à impliquer le service des ressources humaines dans les problématiques de ce type, et les salariés dans les projets de transformation. Voilà, et donc questionner la réalité du travail dans les décisions. C'est bien ce que j'ai, précisé plus tôt. Il y a une différence entre le réel et le prescrit, et c'est tout à fait normal. C'est vivant parce que l'activité est vivante, et donc il faut vraiment pouvoir se questionner sur la réalité du travail dans les prises de décision, parce que vous avez parfois des strates dans les entreprises, des décisionnaires qui vont, comme par exemple les commerciaux qui vont booker un contrat sans avoir questionner en fait, les consultants ou les opérationnels, mais il peuvent y avoir aussi des stratégies qui peuvent être décidées sans avoir aussi consulté les experts qui vont eux-mêmes réaliser le et créer en fait, la valeur et le travail qui leur est demandé. Mmh. Donc ça, c'est vraiment très important. Et aussi, comme je l'ai répété, cette histoire d'équilibre qui revient, qu'il y a un équilibre entre les moyens et les ressources à la hauteur de l'effort demandé. Donc, OK, on peut demander à une équipe de faire un effort supplémentaire, mais il faut s'assurer que leurs besoins et que les contraintes, en fait, soient écoutées et qu'on leur donne les moyens d'atteindre ces objectifs. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui aime bien travailler, qui aime bien faire, qui est performant, d'avoir des objectifs inatteignables. Ça détruit vraiment le sens, cette sensation de compétence et de confiance en soi pour les meilleurs éléments vraiment, et ça, c'est quelque chose qu'on observe assez souvent malheureusement. Mmh. Et bien sûr, donc parmi les moyens, il y a notamment, le temps de travail, le respect du temps de travail et le respect aussi d'un temps de travail vivant avec un besoin de pause, un besoin de se lever de son poste, d'aller marcher, d'aller prendre l'air, d'aller, se servir, un verre, de déconnecter, et aussi le temps de dialogue entre les salariés, c'est pas négligeable. C'est du temps de dialogue qui permet en fait la performance et l'efficacité, et à une communication informelle de se faire, et c'est très important. Mmh. Et bien sûr, le respect du temps de travail vis-à-vis de la vie privée, de ne pas, contacter des personnes, après 20 heures, après, même j'ai envie de dire Mmh. après 18 heures normalement. Enfin voilà, de respecter le week-end et le soir, droit à la déconnexion. Mmh. Hem, Très bien, je passe à la suite. Quelles actions de prévention ont, selon votre expérience, le plus d'impact, durable sur le climat de travail? Oui, donc ce qui a vraiment un impact le plus durable, ça va être ce que je l'ai dit, hein, pour résumer, reconnaître la différence entre, travail réel, et charge, de travail. Mmh mh. Et de laisser de l'espace et de la communication, de pouvoir prioriser aussi, l'activité, en écoutant en fait, les opérationnels. Ce qui va être important, ça va être la qualité du dialogue managérial, de pouvoir faire des reviews si c'est nécessaire, d'avoir un dialogue en fait, aéré et fluide, et non pas, de la rétention d'informations.
et de pouvoir réguler les tensions dans le collectif, mais de manière régulière et fréquente et organique. On revient toujours à cette histoire de système, d'organisme, de vivant, et cetera, et donc c'est normal que parfois il y ait des petites tensions, je ne sais pas, lors des clôtures, des budgets ou des choses comme ça. Donc c'est important qu'il y ait une circulation et qu'il y ait une régulation et faire une prévention collective et organisationnelle. Donc là, on est sur le premier niveau organisationnel, structurel, stratégie, culture de l'entreprise, d'avoir cette culture de la prévention et qui va en fait colorer et se diffuser à tous les niveaux de l'organisation. Et à quoi reconnaît-on qu'une entreprise progresse réellement sur ces sujets? Parce qu'on a dit que, voilà, parfois on y va un peu à tâtons, on fait des choses sur la QVCT, on tape pas forcément au bon endroit. Alors comment on reconnaît quand qu'on va dans le bon sens? Bah, on peut regarder aussi les indicateurs, hein, c'est-à-dire, regarder, les indicateurs sociotechniques. Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover? Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'absence? Est-ce que les salariés atteignent leurs objectifs? Est-ce que lorsque dans les revues annuelles, on est sur des résultats assez positifs? Est-ce que lorsqu'on diffuse les fameux questionnaires, température, d'ambiance et de bien-être au travail, on a un score favorable? Est-ce que, il y a de la place pour la communication, pour un temps de café, au sein de l'entreprise? C'est-à-dire que là, il y a des indicateurs qui peuvent être très statistiques et très, visibles et comme une ambiance aussi générale dans l'entreprise. Donc là, il me semble que ça reprend un petit peu, les mêmes points, qu'on avait vus avant sur les signaux. Mmh. Et dans l'autre Heu, sens, du coup, ouais. ouais, De veiller à ce que ces signaux, soient pas trop forts, justement. exactement. Ouais. Bah, très bien, on arrive, au terme de cette session de questions. Si, il y a des questions, justement, que vous vous posez toujours et auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à les poser là maintenant tout de suite, dans le chat. Il nous reste encore, 3 minutes, un peu plus, hein, pour y répondre. Hem, Merci beaucoup Marine en tout cas, hein, pour tout ce que vous nous avez livré, c'est très précieux. Ça, voilà, ça ouvre l'espace et puis je pense que à partir de ça, ça vous permet certainement de mieux vous situer, de savoir où vous en êtes et d'identifier déjà quelques pistes, pour démarrer quelque part, c'est ce qu'on se disait. Et justement donc nous après on peut vous accompagner sur, à minima la prévention primaire et secondaire. On a différents, niveaux, d'intervention. On a différents formats. Donc il y a le format, formation à la journée avec, des sensibilisations aux risques psychosociaux. Donc on va vous préconiser toujours de démarrer par, le comité de direction si vous en avez un, les managers, puis vos collaborateurs. Il faut savoir aussi que sur ce sujet-là, on peut sensibiliser simplement en 1 heure tous vos collaborateurs. Et après, on va pouvoir rentrer dans des cas spécifiques de harcèlement, sexisme, agression, incivilité aussi. Ça, c'est des formations qu'on fait à la journée. Et puis, Narine, vous formez également à la communication non violente. Donc, c'est des choses voilà, qui sont inhérentes au sujet. Ça, c'est pour le format journée. Et ensuite, donc, on a également des formats plus courts, des formats d'1 heure en visio ou en présentiel, hein, selon aussi vos possibilités dans votre organisation. Vous voyez ici à l'écran des choses qu'on retrouve sur notre catalogue qui est accessible gratuitement depuis la plateforme Montmartin. Si vous souhaitez créer un accès à la plateforme pour pouvoir consulter tout notre catalogue, vous le retrouvez sur notre site, je vais vous mettre le lien juste après. Et donc, vous retrouverez tous les formats possibles d'accompagnement. On a également des calendriers digitaux au format semaine avec des cases à ouvrir chaque jour pour sensibiliser vos collaborateurs sur la santé mentale, par exemple, sur le sommeil, qui sont aussi des sujets inhérents aux risques psychosociaux. Donc voilà, vous avez un petit aperçu ici de tout ce qu'on peut vous proposer. Et je suis à votre disposition pour en parler. Commencer par identifier ensemble vos enjeux à vous et je peux vous conseiller ensuite le bon format, le bon sujet. Je vous mets le lien vers mon agenda
en ligne, ça permet de bloquer à minima 30 minutes dans un premier temps pour discuter ensemble de votre organisation, de vos enjeux, et puis ensuite de prévoir un second échange pour que je vous présente les solutions possibles. J'espère en tout cas qu'on a répondu à vos attentes avec ce webinaire, que ça a clarifié le sujet et que vous envisagez des pistes d'action. C'est l'objectif. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on peut encore rester quelques minutes. On a encore une personne présente, je vois qu'il est en train d'écrire dans le chat. Ah, il y a des questions. Ouais, j'aimerais rajouter une petite chose, c'est qu'il faut pas hésiter en fait, j'ai envie de dire, revalorisation des risques psychosociaux, cette, dédiabolisation des risques psychosociaux, Mm, mais il faut pas hésiter à le diffuser tout dans la culture de l'entreprise. Parce que parfois même, ça peut être les personnes dans les fonctions support et qui s'occupent de ces problématiques-là, qui vont eux-mêmes être en mm, souffrance au travail parce qu'ils vont pas réussir à, eux, avoir des personnes qui vont être à l'écoute et cetera et à développer, ces process-là au sein de leur service ou de l'entreprise. Donc il faut vraiment pas hésiter, c'est une démarche vraiment organisationnelle et systémique. Il faut réussir à, vous, quand vous êtes informé sur la situation, d'en informer le plus possible dans l'entreprise, au niveau des personnes décisionnaires, pour que l'information, elle se diffuse par capillarité à tous les niveaux. mm. Ouais. C'est très important parce que, c'est cette circulation et cette fluidité de l'information qui va faire que justement, il va y avoir des personnes qui vont se permettre de parler. Parce que sinon, si c'est, diffusé de manière inégale, il va y avoir Mm. toujours parfois cette sensation d'insécurité, de parler de RPS. Ouais, ça donnera un climat plus favorable pour échanger et se sentir écouté, effectivement. Ouais. Merci beaucoup Marine. Merci à tous pour votre présence, votre participation. On envoie le replay à tous les inscrits et puis ben, on espère vous voir nombreux pour les prochains rendez-vous actions en prévention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'animation, effectivement. Et on aura le plaisir d'animer. Enfin, du coup, c'est moi qui m'y collerai le mois prochain sur la semaine de la QVCT. Oui. Alors, Voilà. on va vous concocter un petit programme inédit et je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Hop.